Votre nouveau rendez-vous flux libre vous est proposé par Suzuki. Parce que les Français aimeront toujours l'automobile. Le Salon automobile de Lyon présente Flux libre, le podcast. Bonjour et bienvenue dans notre épisode 2. Cette semaine, on s'interroge sur un maillon clé du paysage automobile. Les concessionnaires sont-ils d'ailleurs toujours la grande force des constructeurs? Réponse dans notre dossier feuille de route. Alexandre Lenoir, lui, prend la route à bord de la très attendue DS numéro 8. Rencontre sans filtre avec Anne Ascienzio, figure incontournable du design automobile mondial. Et comme toujours, on termine le voyage en beauté avec une escapade gourmande. Cette fois, nous nous arrêtons à Lyon, au restaurant Le Président, pour passer à table avec le chef Christophe Marguin. Flux libre avec Suzuki. Les concessionnaires, simples relais ou véritables piliers stratégiques des marques, on fait le point dans notre feuille de route. Le marché automobile en flux libre et sans tabou. Feuille de route. Bienvenue dans notre feuille de route, le dossier du podcast Flux Libre, ce dossier qui vous parle de l'automobile telle qu'elle est vraiment, avec ses défis, ses mutations et surtout ses acteurs. Alors aujourd'hui, les concessionnaires en 2025 sont-ils la grande force des constructeurs? Avec Pierre Guignot qui représentera les constructeurs, président France de Mitsubishi et de Subaru. Bonjour Pierre. Bonjour. Et Jean-Pierre Hinaudot qui nous retrouve de Lyon, le concessionnaire de l'émission, président du groupe Vulcain qui est donc en région Aura. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Pourquoi les concessionnaires sont peut-être aujourd'hui plus que jamais la grande force des constructeurs, alors que le marché du neuf vacille et que les modèles économiques sont bousculés? Que peuvent encore les hommes et les femmes de terrain? Pierre Guignon, les chiffres sont là, les ventes de voitures neuves s'érodent. Où en est Mitsubishi et Subaru en 2025 en France et en Europe? Tout d'abord, merci pour l'invitation et ce thème qui a encore plus d'actualité, comme vous l'avez rappelé aujourd'hui. Sur la partie Mitsubishi, la marque vit une période de transition. 2025 et bien évidemment le retour d'Outlander sur le marché français. Donc c'est quand même le véhicule qui a été le plus vendu en France pour la marque, dans un contexte économique que vous avez rappelé, mais aussi légal, parce que l'environnement aussi au niveau de la législation change énormément. Et c'est vrai que ce Outlander qui a énormément d'intérêt revient avec une technologie PHEV qui peut paraître vertueuse, mais qui malheureusement est frappée aussi de taxes. Donc ça, c'est pour l'actualité de Mitsubishi, mais puis bien sûr une gamme plus large, comme vous le savez, en partenariat avec Renault. Et c'est pas un, mais deux nouveaux modèles qui arriveront à la fin de l'année. Et on sera d'ailleurs pas très loin de Jean-Pierre, parce qu'on sera au Salon de Lyon en avant-première européenne pour présenter Grandis et Eclipse. Puis pour Subaru, alors là c'est carrément redémarrage à zéro, parce que pareil, on va encore parler de taxes malheureusement, mais la marque Subaru a quasi disparu du marché français avec des taxes qui étaient juste insupportables. La marque Subaru se relance dès 2026 avec 3 nouveaux modèles en 100% électrique et on reviendra avec l'ADN de la marque. Alors Pierre Guignot, ok, vous m'avez parlé de ce que vous sortez aujourd'hui et merci, il n'y a pas de souci, mais je voudrais avoir vraiment les vrais chiffres. Mitsubishi 2024, c'était combien de ventes? C'était 4600 ventes en immatriculation. En baisse? Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vendre les commandes des concessionnaires. Et ce chiffre s'est expliqué aussi par des immatriculations de fin d'année sur l'Eclipse qui était en PHEV. Depuis, 5 ans, on vend 2500 à 2700 voitures à client final. C'est ça qu'on veut faire progresser. Et c'est pour ça qu'on s'attelle à relancer Mitsubishi avec l'ADN de la marque Mitsubishi. Et Subaru également, puisque vous venez de Alors Subaru, c'est carrément confidentiel, donc je peux même pas vous donner de chiffres parce qu'on pourrait compter sur les doigts d'une main et donc le but c'est redémarrer la marque. Jean-Pierre Hinaudot, vous êtes vous en direct de Lyon, le groupe Vulcain. J'aimerais que vous nous parliez de ce réseau de concessions sur la zone Aura. C'est un groupe familial et très régional. Notre groupe, c'est l'an dernier, très peu de chiffres, 248 millions de chiffres d'affaires, en baisse de 7% par rapport à 2023. C'est 8 marques de voitures et 2 marques de motos, et un centre Midas et Mondial Pare-Brise. Nous sommes propriétaires de quasiment tout notre immobilier et dans les très grandes métropoles européennes, c'est assez rare parce que c'est très cher et c'est très compliqué, mais ce qui nous permet de pouvoir maintenir des performances et des locaux de bonne qualité pour nos clients et pour nos constructeurs. Dans une interview précédente, Pierre Guignot, pour vous, les concessionnaires étaient vraiment plus qu'importants, c'était la force vive d'un réseau? Complètement, et ça fait plus de 22 ans que je suis dans ce métier-là. Une marque ne vit pas sans son réseau, et c'est eux qui portent et qui sont ambassadeurs au quotidien au niveau des clients de la marque. Donc Jean-Pierre l'a rappelé tout à l'heure, c'est avant tout des hommes et des équipes qui sont sur le terrain et qui défendent justement les valeurs de la marque. Et donc sans un réseau fort, la marque ne peut pas l'être forte, en tout cas sur un marché. Et c'est encore plus important
quand le marché est chahuté et surtout quand le client, parce que on essaye de vendre des voitures à des clients finaux qui ont besoin de se mouvoir et de mobilité, sont en plus perdus, c'est-à-dire avec des indicateurs de marché qui sont contraires. On cumule quand même sur le marché français depuis maintenant quelques mois et quelques années les vents contraires. C'est un effort collectif encore plus grand aujourd'hui par rapport à un marché qu'on a pu connaître dans le passé qui était quand même beaucoup plus stable et progressif. Y a-t-il une grande différence entre le rapport d'un constructeur avec son réseau de concessions en France par rapport à l'Europe et le monde, vous, Mitsubishi qui êtes partout et Subaru également? Indéniablement, les continents et les pays se ressemblent pas en termes et de législation et de structure de marque. Donc c'est vrai qu'on n'a pas la même approche automobile aux États-Unis qu'en Europe. Par exemple, aux États-Unis, on a des process de vente ou par exemple une part du financement qui a été démocratisée. Même ne serait-ce que si je compare l'Angleterre, même avec le marché français, on a des maturités au niveau des consommateurs qui sont pas les mêmes. J'aime bien cette image. Je sais pas si vous avez déjà fait de l'avion, mais on est à peu près dans le même bateau avec les concessionnaires. Mais si quelqu'un rame dans le sens inverse de l'autre, ça n'avance pas, et inversement, si quelqu'un ne rame pas du tout et que un des deux rame, vous allez tourner en rond. C'est ça. C'est une synchronisation qui doit être absolument optimale entre le constructeur et son réseau afin que le bateau avance le plus vite possible. Et le problème qu'on a pour continuer cette image, et ça rejoint votre question, vous me parlez mondial ou européen, c'est qu'il y a le bateau, il y a les hommes à l'intérieur, le réseau et le constructeur qui rament à peu près, si on part de ce principe, dans le même sens. Mais si en plus vous avez des courants qui sont à l'égal de la vitesse du bateau, vous faites du surplace. Et globalement, cet environnement extérieur, qui sont les lois, les règlements, le marché, le consommateur, les taux d'intérêt, enfin il y a beaucoup de facteurs extérieurs, ils sont devenus une composante non seulement importante, mais surtout en plus pour certains items hasardeuses, c'est-à-dire qu'en fait d'une semaine à l'autre, en plus les critères changent. Jean-Pierre Hinault, vous qui êtes un homme de terrain, nombreuses concessions, quelle est votre réalité commerciale aujourd'hui en tant que concessionnaire? Là-dedans, il y a trois réalités. Les prises de commandes, il faut se dire, depuis 1 an et demi, c'est catastrophique. On prend plus de commandes, le marché de 2 millions, 2 millions 100, il n'existe plus. On va faire 1,6 million cette année, et encore vitaminé par des aides constructeurs, des IMAT tactiques, comme on dit, quelques leasing sociaux. Enfin bon, le marché, il se casse la figure. Donc, première chose, on prend pas de commandes. Deuxièmement, donc on livre pas. Et on a toujours les mêmes charges. Il faut maintenant prendre des décisions qui sont des décisions absolument drastiques pour remettre le niveau de nos affaires au niveau du marché. Ça veut dire, parce qu'a dit très bien le DG du groupe Fray, qui a des roues, qui a dit il faut couper dans vos charges, il faut couper dans vos frais, il faut arrêter de sponsoriser l'équipe de rugby, l'équipe de basket ou l'équipe de foot, c'est fini ça, vous pouvez plus. L'automobile, le client l'accepte plus. Vous pouvez plus avoir des grands showrooms, c'est fini. Les clients rentrent plus dans vos showrooms, c'est plus la peine. Et ça, les constructeurs, ils ont quelquefois un peu de mal à l'appréhender et à l'accepter. Ce que l'on peut comprendre, excusez-moi Monsieur Hinault, parce que moi en tant qu'ancienne basketteuse, c'était cool que la concession de la ville à laquelle j'appartenais puisse nous aider. Il y a même tout un côté culturel du coup qui va disparaître. Moi, je suis un exemple. Je suis un basketteur également. Je suis Villeurbanais, donc c'est peut-être plus facile que d'autres de bien jouer au basket. C'est un vrai problème. Cette mise à niveau de nos affaires au niveau immobilier est quelque chose qui va être dramatique. Adapter le personnel, ça pose quelques problèmes, mais l'immobilier, c'est beaucoup plus compliqué. On va avoir des décisions drastiques à prendre. Sûr que les constructeurs vont l'accepter. Vous dites, je ne sais pas si les constructeurs vont l'accepter. De quoi parlez-vous concrètement? Comment vous dire? Les constructeurs, quand même, on peut dire, aujourd'hui, si on résume les choses, les constructeurs gagnent beaucoup d'argent en ce moment. Ils sont depuis quelques années, ils sont des super résultats. Ils ont augmenté le prix des voitures, ils ont bénéficié d'un certain nombre de choses, et les réseaux en perdent. Ça ne peut pas continuer. C'est pas possible. Ça, c'est la première des raisons. Deuxième raison, ils étaient partis pour en gagner encore plus, de dire, on va faire le métier des concessionnaires, on va les donner tous agents. Avec, les fameux contrats d'agents. J'avais fait une déclaration dans la presse, on me l'avait reproché en disant, j'attends avec gourmandise les contrats d'agents. Malheureusement, je suis resté sur ma fin. Les contrats d'agents, le peu qui a été signé, sont tous en train de faire marche arrière. On va rappeler à ceux qui vont écouter notre podcast, Monsieur Hinault, ce qu'est et ce que proposait le contrat d'agent. Le contrat d'agent par rapport au concessionnaire, c'est que c'est le constructeur qui faisait notre métier. C'est lui qui vendait la voiture, c'est lui qui... Nous, on la livrait et on faisait un peu d'entretien. Les stocks appartenaient au constructeur, tout appartenait.
Mais c'était absolument impossible. Je ne sais pas les gens qui ont raisonné comme ceci. C'est impossible. Notre métier est un métier de détail. Un constructeur, c'est fabriquer une voiture. Et le deuxième chose, le problème du réseau. Je vais vous donner 2 exemples. C'est pas cata. Heureusement que les constructeurs, que Stellantis a un réseau. Imaginez qu'il n'y avait pas de réseau. Comment voulez-vous gérer ce dossier? Impossible. Deuxième exemple. On parle de Tesla. Aujourd'hui, si Tesla, c'était des concessionnaires au lieu d'avoir des succursales, eh ben le client, il dirait, j'achète une Tesla, mais j'achète aussi une Dupont, et mon concessionnaire, il m'a vendu une Tesla, mais mon concessionnaire, je le connais, c'est un mec bien. Même si le patron Tesla, je dis pas que ça n'aurait pas eu d'effet, mais des effets beaucoup plus amortis. Et donc, le réseau, c'est celui qui connaît. J'ai une grande estime pour monsieur Toyoda, l'ancien président, qui disait, et il résumait notre métier. Ce que je veux, mon concessionnaire, c'est le meilleur boucher de ma rue. C'est-à-dire que ça soit le meilleur commerçant. Puisqu'on a un constructeur dans notre feuille de route avec monsieur Guignot, qui est le président France Mitsubishi et Subaru, j'aimerais que vous réagissiez à ce que dit monsieur Jean-Pierre Hinaudot du groupe Vulcain. Je ne sais pas si je vais pouvoir répondre, entre guillemets, en faisant le porte-parole des constructeurs. Les uns et les autres n'ont pas forcément les mêmes approches par rapport à ce qui vient d'être dit, mais en ce qui nous concerne, en tout cas chez Mitsubishi et Subaru, de par de la taille qu'on représente et le mode de distribution qui est totalement traditionnel qui est appliqué, en plus, on a une caractéristique sur le marché français, c'est que, mais aussi pour Mitsu au niveau Europe, c'est qu'on a un modèle d'importation porté par le groupe Émile Frey sur la partie France, qui, comme l'a cité Jean-Pierre, est également un gros retailer, donc un gros concessionnaire sur d'autres marques. Donc, on a une approche extrêmement pragmatique et avec des standards extrêmement maîtrisés. Et tout ce qu'a dit Jean-Pierre est parfaitement exact. On n'a pas, au niveau de la dimension et du réseau et de la dimension des affaires et des standards, on essaye de s'adapter et d'être on va dire en symbiose, c'est-à-dire en communication le plus souvent possible avec le réseau pour être le plus efficace. Et ce qu'a dit Jean-Pierre, c'est l'enjeu même aujourd'hui de la survie de l'automobile. C'est-à-dire que il faut absolument que le client, et c'est à lui que je pense, puisse continuer à se mouvoir et défendre ce sentiment de liberté. Et aujourd'hui, moi je vais pas dire un coup de gueule, mais globalement, il est anormal que des clients aujourd'hui passent plus de temps à la prévente, à mettre des montants absolument astronomiques pour réparer leur voiture et la garder, plutôt que de la renouveler au sens plus vertueux du terme, c'est-à-dire en essayant d'accéder à des technologies qui sont plus vertueuses, parce que comme l'a dit Jean-Pierre, les constructeurs ont fait des efforts depuis les 10 dernières années par rapport à ça et par rapport aux normes européennes. Et moi je milite, et je le dis dans plusieurs réunions et aussi à la SIAM, je comprends pas qu'au niveau européen, par exemple, on ne permette pas aux consommateurs final, société ou pas d'ailleurs, ou particulier, d'accéder à un taux, comme on le fait dans d'autres secteurs d'activité, un taux réduit, c'est ce qu'ils appellent un base rate, c'est-à-dire permettre d'accéder à un crédit auto avec un taux bonifié par la BCE, je veux dire au niveau européen, qui arrêterait de mettre la pression et sur les concessionnaires et sur les constructeurs pour donner accès justement à un loyer plus compétitif, ainsi de suite. Donc ça c'est, il faut relancer la consommation, et les concessionnaires et les constructeurs n'auront pas besoin de réduire leur showroom. Qu'est-ce que la SIAM? Ah pardon, c'est la Chambre syndicale des importateurs automobiles en France, qui donc rassemble l'intégralité des marques sur le marché, hors marque française bien évidemment. Et aujourd'hui, par rapport à ce que vient de dire Jean-Pierre, ce qui est dramatique, c'est que l'automobile, ça existe depuis des centaines d'années, elle est en train de se réinventer, certes, on vit une révolution, certes, il y a un virage technologique, certes. C'est un des métiers d'ailleurs, la filière automobile, qui a le plus évolué et qui n'arrête pas de se remettre en question tout le temps, qui est vraiment, enfin il y a une évolution, il y a une R&D incroyable. Mais je voudrais, excusez-moi, vous allez me haïr un petit peu, Pierre Guignot, vous qui êtes le président Mitsubishi et Subaru France. Monsieur Hinaudot disait, les constructeurs sont mis plein les fouilles. Voilà, pour parler un peu direct. Nous, les concessionnaires, en fait, on a eu des miettes. Vous, quelle est la position de Mitsubishi? Moi, j'ai une analyse. Les chiffres sont les chiffres. Donc, je vais pas commencer à débattre des chiffres. On les a tous. Ils sont sur Internet. Les rentabilités des constructeurs au niveau mondial, et ainsi de suite. L'augmentation des prix, comme l'a dit Jean-Pierre, c'est parfaitement exact. Mais ce que je retiens, je vais répondre à votre question. En fait. Jean-Pierre a cité Toyoda. Donc, j'ai eu la chance de travailler pendant plus de 17 ans aussi, juste avant de rejoindre Mitsubishi et Subaru, qui sont toujours des marques japonaises, aussi pour une marque japonaise. Et ils m'ont appris une chose à leur contact, c'est qu'il faut avoir aussi le temps long. Et pour répondre à votre question, les constructeurs ont des profitabilités affichées qui sont ce qu'elles sont, mais il faut aussi mettre ça
au regard des investissements qui sont faits par ces constructeurs-là dans cette transition qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et les technologies qui sont mises en place aujourd'hui, je parle du 100% électrique ou du full hybride ou du PHEV, ont mis sur les épaules de ces constructeurs la recherche-développement et des besoins de développement et d'investissement qui sont absolument massifs. Donc oui, effectivement, on a une rentabilité à court terme qui peut paraître être forte et en progression. Moi, j'aimerais bien qu'on mette dans ces analyses-là, qu'on voit dans la presse, au regard de combien d'investissements en milliards pour justement répondre à un cahier des charges qui est le fameux 2035 zéro carbone. Donc en fait, j'irai pas à contre-courant de ce qui a été dit, c'est parfaitement exact, mais je remettrai ça juste en perspective du temps long et de se dire que le but c'est une survie, en tout cas d'avoir une industrie qui dans les 20, 30, 40, 50 prochaines années arrive à se développer d'une manière durable. On voit bien que ce phénomène de concentration qui existe dans les réseaux de distribution et qui existe aussi chez les constructeurs, menacé par une poussée technologique qui vient de Chine, rebattent un peu les cartes de ce qu'on peut lire malgré les rentabilités affichées. Mais merci d'avoir été honnête sur votre réponse, Monsieur Pierre Guignot, président France Mitsubishi et Subaru. Monsieur Renaudot, on va revenir avec vous rapidement parce qu'on arrive à la fin de notre dossier feuille de route pour notre podcast Flux Libre. Aujourd'hui, ça veut dire quoi, Monsieur Renaudot? Ça veut dire qu'au-delà des marges, l'humain reste vraiment au centre? Pour moi, l'automobile, c'est deux choses. C'est le produit, je vais y revenir, et les hommes. Les hommes, on a des gens de plus en plus formés grâce aux constructeurs. Qui nous aide beaucoup là-dedans, parce que naturellement, je suis pas sûr qu'un concessionnaire se forme. Je vais vous donner un exemple tout simple. Ils nous forment nos mécanos, ils nous forment nos vendeurs, mais il y a combien de temps que les concessionnaires n'ont pas été formés, quoi. Et pourquoi ils sont pas formés? Parce que personne chez le constructeur veut les former, et donc le constructeur fait notre job quand même. Mais moi, je voudrais revenir sur le produit. Moi, je rêve qu'un constructeur qui demain matin, au lieu de dire monsieur, votre voiture c'est 400 € par mois, ce que font tous actuellement les constructeurs, dire j'ai la plus belle des autos. Venez chez moi, j'ai la plus belle des autos, et pour le financement, venez voir mes vendeurs, ils vont vous trouver votre meilleure solution. C'est ça que je rêve. On a oublié, et pourtant ça marche bien. Vous parlez du salon de l'auto, le salon de l'auto de Lyon, c'est un grand succès. Les gens viennent, on a été, et toutes les marques seront là, même les dernières qui viennent d'arriver, Lotus est là, Polestar est là, je parle des marques que je distribue, donc je peux en parler, Likenco sera là. Il faut que les constructeurs ils comprennent qu'il faut arrêter de jouer les bâtons de plein nu, j'ai parlé que d'argent. Messieurs, c'est exactement ça. Malheureusement, on arrive à la fin. Les concessionnaires sont au centre de la vente des voitures. Aujourd'hui, on ne peut pas se passer des concessionnaires, même si eux-mêmes se réinventent. Assurément, et je finirai aussi en reprenant ce qui vient d'être dit par Jean-Pierre, que je cautionne absolument, et surtout dans les marques que je représente, Mitsu et Subaru, il faut qu'on parle du produit avant tout. Et les gens, ils rêvent. Il y avait un monde de folie à Rétromobile. À Lyon, ça a été dit, c'est un énorme succès et on sera là. Le mondial de l'auto aussi. Le mondial de l'auto aussi. Et je finirai aussi sur Subaru, aventure exceptionnelle, meilleure motricité au monde. C'est ça qu'on a envie de dire et on a envie que les gens ils viennent acheter des Subaru et pas des voitures électriques. C'est pas le sujet. Et puis vous savez, la gimmick de notre podcast, Flux Libre, parce que les Français aimeront toujours l'automobile. C'est ça. Merci messieurs, Pierre Guignot, président France Mitsubishi et Subaru, et Jean-Pierre Renaudot, président du groupe Vulcain en région Aura, la belle région Auvergne-Rhône-Alpes, où nous serons évidemment avec notre podcast pour le Salon Automobile de Lyon. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bye bye. Au revoir. Flux libre avec Suzuki. Et après la théorie, place à la route. Nous retrouvons Alexandre Lenoir qui a mis les mains sur le volant de la DS numéro 8. Le marché automobile en flux libre et sans tabou, au banc d'essai. Aujourd'hui, je vous propose un voyage à bord d'un vaisseau électrique venu de France, mais né en Italie, la numéro 8, nouvelle grande berline premium 100% électrique de DS. Alors que la marque manquait cruellement de nouveautés ces dernières années, elle revient donc avec panache, grâce à ce modèle au nom intrigant, inspiré de la parfumerie de luxe. La DS numéro 8 se présente sous les formes d'un SUV coupé, aux lignes élancées et à la silhouette sculptée pour fendre l'air. Elle revendique de fait l'un des meilleurs SCX de la production automobile. Longue de 4,82 m, large, plutôt basse et musclée pour un SUV, la numéro 8 impose son style. On remerciera aussi Thierry Métros d'avoir eu la main plus légère sur les formes triangulaires et un peu lourdes qui marquent généralement ses dessins. Après 220 mètres, tournez à droite puis tournez à gauche. À l'intérieur, DS fait le pari de l'élégance feutrée, cuir, alcantara, aluminium travaillé au laser, console centrale flottante. L'ambiance est raffinée mais pas forcément très sobre.
On retrouve aussi un écran central de 16 pouces et un petit volant original en forme de X, mais qui m'évoque surtout une tête de bélier. Tournez à gauche. La disposition des commandes rattachées au moyen central est un peu déroutante et leur répartition n'est pas forcément logique, mais globalement, l'ergonomie reste satisfaisante. À l'arrière, l'espace aux jambes est généreux, mais le plancher positionné un peu haut n'offrira pas un confort optimal aux passagers adultes. Et côté motorisation, 3 versions sont proposées, 230, 245 ou 350 chevaux, avec 2 tailles de batterie. En configuration long range, la DS numéro 8 promet jusqu'à 750 km d'autonomie en cycle WLTP, un record dans sa catégorie. La version à 4 roues motrices, la plus puissante donc, dépasse quant à elle les 680 km, et si vous cherchez un peu de sensation, le 0 à 100 sera abattu en 5 secondes 4, ce qui est pas mal pour un véhicule de plus de 2 tonnes 2. Côté conduite, l'auto est à la fois stable, confortable et bien tenue sur la route, et mention spéciale au mode sport qui raffermit les suspensions et affine la direction sans pour autant trop sacrifier le confort, même avec des roues de 21 pouces. La suspension pilotée par caméra apporte d'ailleurs vraiment quelque chose, malheureusement elle ne fonctionne que de jour et par beau temps. Surtout, les sensations au volant varient énormément selon que l'on conduit une version traction ou une version 4x4. Avec un seul moteur à l'avant, l'auto plus légère se montre agréable à emmener, mais est aussi plus fainéante en sortie de courbe. À l'accélération, le train avant déleste et le volant guidonne entre les mains, ce qui n'est pas forcément très agréable. Équipé d'un second moteur, la tenue de route est plus précise et les accélérations mieux maîtrisées, mais l'auto est aussi plus lourde et donc moins engageante. Bien sûr, un mot sur l'insonorisation, de haute volée, et le système audio signé focal travaillé en partenariat avec l'IRCAM, qui donne de quoi transformer chaque trajet en salon d'écoute, même si on a été déçu par quelques vibrations désagréables dans le mobilier, sans pour autant avoir poussé le volume très fort. Vous l'aurez compris, tout n'est pas parfait, et parmi les petits défauts, on peut mentionner le freinage à apprivoiser, la position de conduite perfectible et la recharge rapide limitée à 160 kW, car DS a fait le choix du 400 volts pour contenir les coûts. On regrette aussi quelques matériaux qui détonnent dans le décor, et puis de ne pas pouvoir occulter le grand toit vitré panoramique, surtout lors des forts ensoleillements. Un mot aussi sur la commande vocale Iris, l'anagramme de Siri donc. DS l'utilise pour commander la ridicule intégration d'une version dégradée de ChatGPT, qui est pourtant présentée comme une fierté, mais qui, avec sa synthèse vocale au phrasé monocorde, paraît datée de 15 ans. Plus ennuyeux, ça n'apporte vraiment aucun bénéfice aux passagers, et d'ailleurs, il ne sait même pas dire dans quelle voiture il est installé. Quant à son contenu présenté comme engageant, on vous laisse seul juge. Ok Iris, raconte-moi une histoire drôle. Le 1er avril 2014, France Inter annonce que la mairie de Paris a décidé de vendre la Tour Eiffel au Qatar pour des raisons budgétaires. Voilà, heureusement on n'est pas obligé de l'utiliser, et si on occulte tout cela, globalement la DS numéro 8 incarne avec originalité une vision française du haut de gamme électrique, et il s'en faudrait finalement de peu pour que la prestation à bord soit aussi convaincante que celle des meilleurs premiums du marché, comptée entre 59 200 et 80 300 € selon la version. Alors oui, c'est cher, mais cela reste compétitif face aux allemandes, et une vraie alternative pour celles et ceux qui veulent rouler autrement. Bref, DS revient, et nous, on se retrouve rapidement pour un nouvel essai en flux libre. Vous avez atteint votre destination sur la gauche. Flux libre avec Suzuki. Changer de perspective, c'est aussi ça, Flux libre. Rencontre intime avec une femme qui a redessiné l'auto autrement. Le marché automobile en flux libre et sans tabou, sans filtre. Je reçois une pionnière, une visionnaire. Elle a dessiné nos voitures, elle dessine aujourd'hui des mondes possibles. Anne Asensio a été une des très rares femmes à la tête du design automobile mondial et elle continue d'ouvrir la voie entre innovation, sens et imagination. Bonjour Anne. Bonjour Laurence. Si je vous dis voiture, Anne, le tout premier souvenir qui vous vient, c'est quoi? Si je ferme les yeux, on est en juillet, je me souviens d'une scène absolument mémorable. Mon père venait d'acheter la Renault 16. Elle était vert bouteille, intérieur beige, clair. Pour moi, c'était une révolution. J'ai découvert la 5e porte, la porte arrière, mais surtout une voiture très vitrée, très agréable pour se déplacer. On est dans les années 60. Les voitures étaient très inconfortables pour les enfants. On était assis sur une banquette, on avait la ligne de ceinture très très haute, donc on ne voyait pas la route, on ne voyait pas le paysage, et on tombait malade.
Ça, c'était un petit peu le lot de tous les enfants qui partaient en vacances. Et mon père a amené ce vaisseau spatial, la Renault 16, et je m'en souviens comme si c'était hier. Racontez-moi votre parcours. Est-ce que tout a commencé avec cette expérience enfant sur la banquette arrière de la Renault 16, la passion de la voiture ou non ? Quelque chose qui est survenu chez moi très très tôt, c'est peut-être une très grande exigence des objets du quotidien. Ça pouvait être la chaise, la table, bien sûr la voiture. Dans l'exigence de ce que cet objet ou cet environnement devait produire comme satisfaction, comme expérience. Bon, là je l'articule. J'en avais bien évidemment pas conscience à l'époque. Donc ça m'a attiré systématiquement comprendre comment les objets fonctionnaient. Cette curiosité m'a amené à essayer de représenter tout ce que je voyais. Je dessinais énormément et très très tôt j'ai dit à mes parents je ferai un métier dont l'activité principale consiste à faire du dessin. Donc j'ai trouvé le design. Pour autant, les voitures, les autos m'ont toujours fascinée parce que dans les objets du quotidien auxquels on accède très facilement, très clairement, c'est un des plus fascinants, les plus complexes. En tant que designer, l'automobile était forcément un sujet de prédilection. Je vous ai annoncé en disant que vous avez dessiné des voitures qui ont touché le monde entier. Il y a General Motors, il y a eu Renault. Vous vous souvenez de la première voiture que vous avez designée ? Ah bah bien sûr, c'était à l'école. Hein. Et je me suis retrouvée à l'ENSA-AMA, école des arts appliqués, rue Olivier de Serres, le 15e arrondissement. Il n'y avait pas de design de transport. On ne pouvait pas dessiner d'automobile. Et il s'est passé un phénomène assez particulier, c'est l'année où j'étudiais, pratiquement toute la classe avait envie de faire du design automobile. On est 12 à être entrés ensuite dans l'industrie automobile. On s'est en fin de compte constitué une classe, on s'est auto-formé avec les livres qu'on faisait venir des États-Unis ou d'Angleterre. Tous, on s'était presque fait un serment qu'on ferait du design automobile. Et donc ma première voiture que j'ai dessinée, c'était forcément le véhicule que j'ai réalisé pour mon diplôme, avec un mémoire qui s'appelait la voiture à grande habitabilité. Autant vous dire qu'en plus cette voiture n'existait pas. Et il s'agissait pas de la Twindo dont on a dit que c'était l'auto qui n'existait pas, mais c'était l'espace. C'était une chance, c'était une rencontre entre ce désir d'améliorer les conditions de déplacement d'une famille, qui s'est cristallisé dans construire une voiture qui privilégie l'espace intérieur plutôt que l'espace extérieur, qui en fait un vrai espace à vivre. C'était avant aussi le slogan « Les voitures à vivre ». Et cet espace à vivre consistait à donner une place très prépondérante, d'abord dans le cas de l'espace, dans la grande habitabilité, à part égale de l'ensemble des personnes qui étaient à l'intérieur, mais plus tard aussi les enfants. Et ça m'a amené assez naturellement chez Renault. Donc, vous sortez de l'école, vous allez chez Renault, et donc le premier projet sur lequel vous travaillez ? C'était assez amusant parce que je ne suis pas rentrée chez Renault directement quand Renault m'a sollicité. Je comprenais pas d'ailleurs l'intérêt qu'ils avaient sur mon projet, mais je l'ai compris plus tard, bien évidemment. Nous sommes dans les années milieu des années 80. Et là, je me dis, non, je suis une femme, c'est un métier automobile, ça va être compliqué pour moi. Il me faut plus de barrettes sur l'uniforme. Je pars aux États-Unis faire des études pour faire un master au College for Creative Study. Et Renault, qui voulait absolument m'embaucher, m'a proposé finalement un contrat. C'est Renault qui a payé mes frais de scolarité qui coûtent très très cher aux États-Unis, ce qui m'a permis en effet de rencontrer Chuck Jordan qui m'a fait une proposition d'offre pour venir travailler dans le studio Corvette. Il savait que j'aimais beaucoup les Corvettes, mais j'avais signé ce contrat avec Renault. Donc je suis revenue chez Renault et j'y suis pas restée très longtemps à Paris, à Nanterre exactement, au design avancé. Renault était propriétaire de Chrysler et de Jeep à l'époque, me propose de retourner aux États-Unis pour dessiner la Jeep Junior. Un projet qui s'appelait Arcade, qui a été glissé sous le tapis. Renault a tout revendu. Je suis rentrée et la deuxième voiture que j'ai eu à dessiner chez Renault en rentrant, c'est le Scénic. En 91, c'est présenté à la presse, ça fait un carton. Georges Douin, patron de Renault, dit on va faire un véhicule monospace dans tous les segments de gamme, donc le haut de gamme, l'espace, le Scénic milieu de gamme et la Twingo. Ce succès du Scénic a accéléré ma carrière. Patrick Lequément, qui était à l'époque le directeur du design,
a cru en moi, croire déjà en une femme dans le milieu. J'étais très jeune, hein, j'avais à peine 30 ans, et je suis devenue directrice des petites et moyennes voitures. En 2008, vous rejoignez Dassault Systèmes. Qu'est-ce qui vous a attiré? Lorsque je suis restée 13 ans chez Renault, une expérience, bon, vous imaginez, hein, ma vie a commencé avec des Renault, mon père a eu que des Renault, et j'ai toujours un losange au cœur, accroché au cœur, ça je peux vous le dire. J'ai rencontré Bernard Charlès, qui est le président et chairman de Dassault Systèmes. La rencontre avec Dassault Systèmes, c'est la rencontre avec comment on fait le design. Pas le design, pas l'œuvre de design, mais comment on fait du design. Quand j'ai commencé à faire du design dans les années 80, les maquettes en Italie étaient faites en plâtre. Un peu plus tard, dans les années 90, pratiquement toute l'automobile faisait des maquettes en clay, la clay synthétique, mais c'était toujours manuel. Vous aviez des modelages, on modelait véritablement les véhicules. La clé, c'est l'argile, mais synthétique. La 3D s'est invitée à peu près partout et en l'espace de quelques années, la 3D est devenue les processus de design. Et Dassault Systèmes, qui date de 81, a complètement accompagné cette révolution industrielle qui consiste à non plus faire des maquettes physiques, mais des maquettes virtuelles. Et donc, moi, j'avais rencontré Dassault Systèmes puisque la Mégane 2, entre autres, avait été entièrement faite avec les outils de Dassault Systèmes et j'avais découvert le digital mock-up, donc la maquette numérique en français, qui permettait de véritablement créer des conditions d'une collaboration de tous les acteurs de la conception et qui donnait donc pour le design un rôle qui était bien plus que simplement exprimer son œuvre et ensuite les ingénieurs se débrouillaient pour le faire. Je suis allée chez Dassault Systèmes parce que j'ai rencontré des scientifiques créatifs, des gens qui cherchent véritablement les moyens d'exprimer le réel, qui est une condition absolument cœur au niveau du design. Et donc, des échanges avec Bernard Charlès, il m'a dit, écoute, il faut que tu viennes chez Dassault Systèmes. Je dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Il me dit, je sais pas, mais je sais que tu vas t'y plaire et que ça sera très bien. Et ça fait plus de 15 ans maintenant et j'ai pas regretté. Vous avez beaucoup évoqué dans notre échange tout ce qui est bien-être, tout ce qui est prendre en compte aussi ce que voulait ou ce qui servirait l'utilisateur final. Comment est-ce que vous avez réussi à garder cette boussole dont vous m'avez parlé dès le début de votre école? De rester en résonance? Oui. Je pense que c'est tout simplement parce que être designer, c'est pas un métier, c'est une attitude. C'est une manière de penser, c'est une manière de voir le monde. Le problème que l'on a aujourd'hui, c'est qu'on qualifie les gens par rapport à leurs connaissances, par rapport à leur savoir, par rapport à ce qu'ils ont fait à l'école. Et ensuite, eh bien, ils se définissent par la manière dont ils sont instrumentalisés dans le système. Un designer peut pas être comme ça. Un designer, il garde finalement cette forme d'indépendance, une indépendance de pensée. Un designer, c'est savoir penser et savoir modéliser. Mais si vous pensez mal, vous modélisez mal. Donc tout, aujourd'hui, est une question de comment je pense. Est-ce que je sais penser? Est-ce que je design la question avant d'y répondre? Et ça, c'est le métier du design. Et ça, c'est clairement fondamental. On devrait l'apprendre au collège, voire même à l'école primaire. Dans les lycées, on devrait systématiquement mettre les jeunes qui doivent s'engager dans une perspective de carrière à se penser eux-mêmes, à designer leur vie, designer leur carrière, plutôt que de se dire « bon, je vais me conformer à tel type de métier qui va devenir super spécialisé ». Et la personne, en tant que telle, en tant que capacité de se construire, de s'individuer, de créer en plus les conditions d'être toujours à la hauteur, c'est-à-dire d'aller chercher par soi-même ses savoirs. Rappelez-moi du coup, Anne Ascenso, pour vous, la définition du designer? Alors j'aimerais échapper aux définitions qu'on retrouve dans tous les livres, hein, c'est sûr. C'est pour ça que je vous demande la vôtre. C'est designer les expériences ou les moments de la vie. C'est s'occuper, s'intéresser de ce que, de manière holistique et systémique, fait une vie humaine. Et les conditions de cette vie humaine et les bonnes conditions. Je vais citer Judith Butler, dont j'adore les livres. Elle dit à quoi ça sert d'avoir vie viable. Les scientifiques disent il faut faire une vie viable. Mais une vie viable n'a pas d'intérêt. Il faut des vies vivables. Et je crois que le designer produit des manières d'habiter, en se souciant des toutes petites choses du quotidien, la manière dont vous choisissez un tissu, un matériau, comment vous assemblez votre environnement de vie dans lequel vous vivez. Ça va très loin parce que ça peut être aussi designer sa vie, designer ses amis. Le design est une attitude, c'est pas un métier. Anne Ascenso, si vous êtes au volant d'une voiture, la vôtre. J'y suis très souvent, j'adore ça. Quelle est la route que vous prendriez parce que vous adorez cette route? Je la connais, je la prends tout le temps. La route Napoléon,
Ça, c'est ce que je faisais avant. J'ai épousé un Catalan et il se trouve que son père est né à Aquaviva dans les Pyrénées, dans l'Ariège, entre la Catalogne et l'Ariège, vraiment à la limite. Et j'ai découvert très tard les Pyrénées. Donc on a une maison là-bas. Je suis en train d'épuiser tout ce que ces routes peuvent proposer. Merci beaucoup Anne Asensio. Merci Laurence. Flux libre avec Suzuki. Et pour conclure ce trajet, on met le clignotant vers Lyon, pause saveur chez Christophe Marguin, chef étoilé et passionné. Le marché automobile en flux libre et sans tabou, l'escapade. Je suis la 4e génération de cuisinier, donc depuis 1906, ma famille est propriétaire d'un restaurant jusqu'en 2017 dans le département de l'Ain, un petit village qui s'appelle Les Échets. Mon arrière-grand-mère faisait à manger. Mon arrière-grand-père était maréchal ferrant, donc on soignait les chevaux. Puis ensuite est arrivée la voiture. Ma grand-mère a continué à faire à manger. Mon grand-père a mis une pompe à essence devant le restaurant. Et en 66, mes parents sont arrivés. Et là, mon grand-père a déplacé la station et il a carrément construit une station essence à 50 mètres du restaurant juste à côté. Et on est sur la route qui va de Lyon à Strasbourg. Donc avant l'autoroute, tout ça, on a eu toutes ces clientèles pendant des années de gens, surtout d'Allemagne, de Belgique, qui venaient en vacances et qui passaient devant le restaurant et qui étaient une clientèle fidèle. Et en 2017, moi, j'ai eu la chance de vendre ce restaurant, de m'installer à Lyon parce que Lyon, c'est ma ville et je suis quelqu'un qui est impliqué dans cette ville depuis de nombreuses années. Et mon nouveau restaurant qui m'a changé la vie parce que le fait de vivre dans la ville, c'était plus facile pour gérer mon temps. Ça veut dire quand vous étiez petit, vous regardiez les voitures passer. Est-ce que ça a développé chez vous un plaisir de la voiture ? Ah, c'est vrai que je suis né vraiment au bord de la route. Moi, quand on a vendu le restaurant, il y avait 20 000 véhicules qui passaient devant le restaurant tous les jours. Les camions, les voitures, mais c'est vrai que je suis un passionné de voitures et j'aime ça. J'ai toujours eu des belles voitures et c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que on fait des métiers qui sont tellement prenants, on est tellement au travail, les journées sont très longues et des plaisirs, on en a très peu. Quel type de voiture vous avez, Christophe Marguin ? Alors, j'ai une voiture qui va vite. J'ai une Audi RS6 depuis quelques années. Je veux pas m'en séparer parce qu'ils ont arrêté de les faire et je veux surtout pas m'en séparer. Et par contre, maintenant, depuis quelques mois, j'ai acheté à l'opposé une R5 électrique parce que, comme beaucoup de personnes, ça m'a rappelé mon enfance. Cette voiture, elle est vraiment super. Et pour faire la ville, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile qu'avec l'Audi qui était en sous-régime dans la ville avec les bouchons. La voiture électrique est vraiment un plaisir à conduire maintenant pour moi. Vous êtes en train de rouler, vous faites une pause en lien avec la gastronomie. Ce serait quoi votre moment préféré ? Moi déjà c'est me disputer avec mon épouse parce que j'ai pas choisi le restaurant à l'avance, donc il faut que je lui dise de regarder le guide parce que c'est super important de savoir où on va manger, où on va dîner. L'année dernière on rentrait de Bordeaux et il y a une grosse part d'autoroute entre Saint-Émilion et Clermont où il y avait rien du tout. Je trouve qu'il y a 2 étoiles à côté de Clermont-Ferrand. J'appelle, ils me disent oui, mais pas plus tard, et on arrivait à l'heure pile. L'expérience que vous avez vécue là-bas, la rencontre également ? Ouais, c'était une belle rencontre. Le chef, je connaissais pas, j'avais entendu parler de cette maison. J'ai passé un moment merveilleux parce que c'était vraiment très très bon. C'était qui ? Un restaurant qui s'appelle Les Prés, qui est juste à côté de Clermont-Ferrand. Très très belle maison à découvrir. La table de la cuisine, qu'est-ce qui prend la commande ? Christophe Marguin, vous êtes chef président des Toques lyonnaises. On a rapidement parcouru, puisque l'on parle de route également dans Flux Libre, votre cheminement de jeune gamin à chef. Quel est, on va pas tout refaire aujourd'hui, le moment qui vous a le plus marqué et peut-être le père dans votre métier qui vous a le plus apporté ? On a la chance de vivre des moments de fou. Beaucoup de chefs m'ont marqué parce qu'à chaque fois un chef il vous marque, il vous apprend des choses. Celui qui restera ancré c'est Jacques Maximin parce que c'est un génie, c'est un homme d'un cœur, c'est un fou. Mais d'une gentillesse, d'une générosité. On travaillait chez lui et après le service, il nous prenait dans son bistrot à côté du gastro. Je me souviens, le premier soir, on s'assoit, on est 4-5. Donc il dit, on va parler pour le menu de demain. Ok, très bien. Qu'est-ce que tu bois ? Un coca, chef. Tu me prends pour un con ? Bah si, un coca. Bah, ton père, il aurait pas bu un coca. Un gin tonic. Bon, ça va mieux. Voilà. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui je suis toujours en contact et pour qui je voue un respect énorme. Ça part devant, vie Saint-Pierre-Artéchot et 4 canards. Le moment qui m'a marqué, j'ai eu la chance il y a quelques années de rencontrer une des personnes les plus érudites que j'ai rencontrées de ma vie, qui est le cardinal Barbarin. Je l'invite à déjeuner chez moi. Je rencontre un homme extraordinaire et à la fin du repas, je lui dis, vous savez, monseigneur, moi j'ai besoin de rien. La seule chose que je peux faire, c'est organiser avec mes copains chefs lyonnais un repas pour votre fondation. On fait ce repas et à la fin du repas, il y a des généreux donateurs et on récupère 100 000 €. Et à la fin, il me dit, j'aime beaucoup les gens qui tiennent leur parole devant tout le monde. Et je dis, moi aussi, mais il y a un truc qui me ferait plaisir, c'est que vous m'emmeniez voir le pape. Et quelques mois après, je me suis retrouvé avec le cardinal, son secrétaire, mon ami Philippe Bernachon, chocolatier, qui est fils de Paul Bocuse. On a été au Vatican, on a été 45 minutes en audience avec le pape.
On a dîné avec le pape, on a couché à Santa Marta dans la résidence des cardinaux et le lendemain à 6h30 on a fait une messe avec le pape dans Santa Marta. Et si vous n'êtes pas cuisinier, jamais vous pouvez vivre ça. On a un métier qui est extraordinaire, mon père m'a toujours appris ça, on vit des choses qu'on n'a pas les moyens de vivre et c'est vrai que vous êtes habillé en blanc, tout le monde vous dit bonjour, vous habillez en civil, la moitié des gens vous reconnaissent pas, mais cette veste de chef, cette tenue que Paul Bocuse nous a imposée pendant des années sur la photo, on recevait les convocations en disant attention, pantalon noir, chaussettes noires, chaussures noires, veste blanche, toque, tablier blanc, tout le monde habillé pareil et c'est vrai que c'est une force d'avoir cette tenue. On est début juillet. Si je viens déjeuner au Président, à Lyon, dans le 6e arrondissement, quelles sont les spécialités ou quels sont les produits locaux que vous mettez en valeur en ce moment? On a été mauvais un moment dans le tournant de la cuisine quand on a parlé de la cuisine locale. Nous, notre génération, c'était que de la cuisine locale parce qu'il n'y avait pas les fournisseurs. Nous, on était à 20 minutes de Lyon, les gens ne nous livraient pas. C'est-à-dire que si je travaillais pas avec mon paysan chez qui j'allais chercher mes caisses d'épinards, j'allais chercher les salades, mon pêcheur de grenouilles qui m'amenait mes grenouilles, tout ça, j'aurais eu pas beaucoup de produits, quoi. Il aurait fallu que j'aille tous les jours à Lyon et je pouvais pas. Donc c'est vraiment, on a toujours travaillé localement. On est né avec ça, donc pour nous, c'est logique de travailler avec ces produits qui sont autour de nous. Ça part devant 8 Saint-Pierre artichaut et 4 canards. Oui, et pour moi, il y a 2 produits emblématiques, la grenouille, puisqu'on était dans le département de l'Ain et dans cette région de la Dombe, et surtout la volaille de Bresse à la crème, même si c'est un produit qui n'est pas le meilleur en ce moment, qu'on est en plein été, mais malgré tout, c'est mon histoire, et c'est un plat pour moi que je n'enlèverai jamais de ma carte, un de nos best-sellers qu'on vend le mieux dans notre restaurant. Est-ce qu'on l'allie avec un vin du Jura? Non, moi je serais plus gourmand et j'irai dans la Bourgogne et je boirai un beau Chambol Musigny. Christophe Marguin, si demain un génie vous proposait de changer votre vie ou tout du moins de faire un autre choix, vous iriez vers quoi? Sincèrement, j'aurais pas d'autre choix. Je suis la 4e génération de cuisiniers. Mon papa a 2 sœurs. Ces 2 sœurs avaient 2 restaurants, dont un qui était en face de mon papa. Donc quand je savais pas quoi faire, je traversais la route. Des fois, je faisais 2 déjeuners. Je mangeais un morceau avec mes parents, j'allais traverser, j'allais manger un morceau chez ma tante et mon oncle en face. Mon parrain s'appelle Pierre Orsi. Je suis né dans ce métier. J'ai toujours vécu. Mes parents, ils aimaient ni la mer ni la montagne. Quand on partait en vacances, on allait manger chez les copains de mon père. Donc je suis vraiment né là-dedans et c'est vraiment une passion. Et pour moi, c'est quelque chose de merveilleux. Et puisque l'on parle d'histoire, j'ai en face de moi un collectionneur des plus vieux menus de France. Mieux que ça, j'avais la plus belle collection au monde de menus de président de la République. Plus de 4174 menus exactement, de Napoléon à Emmanuel Macron au château de Versailles avec le roi Charles. J'ai vendu une partie de cette collection. Et au grand regret de mon épouse, vous savez, les collectionneurs, ils s'arrêtent jamais de collectionner. Donc, parce qu'elle voulait que je fasse de la place, donc j'ai fait de la place. Mais j'ai continué à racheter quand on a réouvert Notre-Dame. Le président Macron a invité tous les chefs d'État à l'Élysée. Je me suis dit, je ne peux pas ne pas avoir ce menu. Georges Blanc, il m'a vu naître. Il a fait un repas pour le roi des Belges il n'y a pas très longtemps à l'Élysée. J'ai dit, je peux pas ne pas avoir ce menu. Donc, c'est-à-dire que quand on est collectionneur, ça s'arrête jamais. Votre plus belle émotion vécue avec un vin? J'ai la chance d'aller plusieurs fois déguster sur fût au domaine de la René-Conti et c'est le mythe, c'est l'histoire. Tout le monde rêve d'y aller une fois, d'en goûter une fois et de pouvoir rentrer dans cette maison et de pouvoir goûter sur fût comme ça le vin qui n'est pas fini encore et ils vous sortent souvent des vieux millésimes. Donc vous allez boire des vins d'exception et surtout ils ont un vin blanc qu'ils commercialisent pas. Maintenant ils vendent un Corton Charlemagne mais avant ils en vendaient pas du tout et maintenant on peut avoir ce vin blanc. Merci beaucoup Christophe Marguin. Bonne route. Bonne route à tous et puis arrêtez-vous dans des bons restaurants pour prendre un peu de plaisir. Flux libre avec Suzuki. Nous voici arrivés à la fin de ce nouvel épisode de Flux libre. Des rencontres, des réflexions, des virages plutôt bien négociés et toujours cette même envie de vous faire aimer l'automobile sous toutes ses formes, même quand on prend sa pause pour aller déjeuner. Le prochain épisode sera à retrouver à la rentrée de septembre. Alors d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, à le partager autour de vous, à tous ceux qui aiment l'automobile, mais pas que, également les belles rencontres et les belles histoires qui vont avec. Toute l'équipe de Flux Libre vous souhaite un très très bel été, qu'elle soit sur les routes de France ou d'ailleurs. Prenez le volant, prenez l'air, prenez le temps et surtout, restez en flux libre. Votre rendez-vous Flux Libre vous a été proposé par Suzuki.